Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage dans le temps. Direction le 7e siècle, en plein cœur de la péninsule arabique. On va découvrir ensemble la naissance d'une nouvelle religion, l'islam, et surtout l'émergence d'une civilisation absolument brillante qui va complètement transformer le monde méditerranéen. Et pour commencer, regardez-moi cette merveille. C'est la grande mosquée de Damas, un véritable trésor d'architecture. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'elle a été bâtie au 8e siècle, pile à l'endroit où il y avait une église avant. Ça nous montre tout de suite la puissance et la richesse de cette nouvelle civilisation qui s'installe et qui marque son territoire. Alors la grande question qui va nous guider tout au long de cette explication, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une religion a pu, en si peu de temps, donner naissance à une civilisation aussi immense et aussi importante? C'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Pour bien comprendre, voilà notre plan de route. D'abord, on va se pencher sur les tout débuts de l'islam. Ensuite, on verra comment un véritable empire est né. Puis, on explorera les villes, le savoir, le pouvoir. On s'intéressera aussi aux relations, parfois calmes, parfois tendues, avec les voisins. Et bien sûr, on terminera avec un petit résumé de tout ce qu'il faut absolument retenir. Allez, c'est parti. Première étape, les débuts de l'islam. Pour bien comprendre comment cette civilisation a vu le jour, il faut maîtriser quelques mots et quelques dates. Ce sont nos fondations en quelque sorte. Alors le mot islam déjà, qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, ça signifie soumission à Dieu. C'est une religion monothéiste, c'est-à-dire qu'on y croit en un seul et unique Dieu, tout comme dans le judaïsme et le christianisme qui existaient bien avant. Le livre sacré de l'islam, c'est le Coran. Pour les croyants, il rassemble la parole même de Dieu qui aurait été transmise, révélée au prophète Mahomet par l'archange Gabriel. Et après la mort du prophète, un nouveau personnage apparaît et il est super important. C'est le calife. C'est lui qui prend la suite, qui devient le chef de la communauté musulmane. Il est à la fois le chef politique et le chef religieux. Retenez bien ce mot, il est vraiment crucial pour la suite. Pour se repérer un peu dans le temps, voici quelques dates incontournables. Mahomet naît vers 570. Autour de 610, il commence à recevoir la parole de Dieu. Mais la date à retenir, c'est 622. C'est l'hégire. Mahomet et ses premiers fidèles quittent la ville de la Mecque pour s'installer à Médine. C'est un événement tellement fondateur que c'est l'an 1 du calendrier musulman. Et Mahomet meurt en 632. On passe à la deuxième partie, la naissance d'un empire. Parce qu'après la mort de Mahomet, ses successeurs, les califes, vont se lancer dans des conquêtes militaires. Et là, attention, un empire gigantesque va voir le jour à une vitesse absolument folle. Regardez bien cette carte, elle est hyper parlante. En vert clair, ce sont les territoires au moment de la mort de Mahomet. En vert un peu plus foncé, ce sont les conquêtes des 4 premiers califes. Et en vert foncé, c'est l'expansion sous la dynastie des Omeyyades. En à peine plus de 100 ans, l'empire s'étend de l'Espagne jusqu'aux portes de l'Inde. C'est juste fulgurant. Mais attention, cette succession ne se fait pas si facilement. Une grande question divise les musulmans. Qui doit être le calife légitime? Et là, 2 camps vont s'affronter. D'un côté, les sunnites, qui pensent que le successeur doit être choisi parmi les compagnons du prophète. Eux, ils soutiennent Abou Bakr. De l'autre côté, les chiites, qui estiment que le pouvoir doit rester dans la famille de Mahomet. Pour eux, le successeur logique, c'est Ali, son gendre. Et c'est là que naît la division entre sunnites et chiites, une division qui existe encore de nos jours. Troisième partie, ville, savoir et pouvoir. Parce qu'un empire, ce n'est pas que des conquêtes militaires, loin de là. On va voir maintenant comment tout ça s'organisait et comment une civilisation incroyable a pu s'y développer. Prenons un exemple bien concret, celui d'une grande capitale, le Caire. Si on regarde bien la carte, on peut voir comment la ville est organisée. On repère la citadelle, c'est le centre du pouvoir politique, là où habite le chef. On trouve les mosquées, qui sont bien sûr les centres religieux, et puis il y a le souk, ce grand marché, qui est le cœur économique de la ville. Des villes comme Bagdad, Cordoue ou Le Caire deviennent de véritables carrefours, ça bouillonne de vie. On y échange des marchandises qui viennent des 4 coins du monde, mais aussi, et ça c'est super important, on y échange des idées, des savoirs, des connaissances. Ce sont vraiment les cœurs battants de cette civilisation. Quatrième partie, échanges et conflits. Bon, cet empire musulman n'était pas tout seul au monde. Il avait des voisins importants, comme l'empire byzantin ou les royaumes chrétiens d'Europe. Alors la question c'est comment se passaient les relations entre eux? Eh bien la réponse elle est complexe. Il y avait un peu de tout, de la paix et de la guerre. Regardez à gauche, cette image est géniale. On voit un chrétien et un musulman en train de jouer aux échecs. Ça illustre parfaitement les échanges culturels, les moments de paix. Et puis à droite, c'est tout le contraire. Une scène des croisades qui montre la violence des conflits militaires, notamment pour savoir qui allait contrôler des lieux saints, comme Jérusalem. Du côté pacifique, les échanges étaient hyper riches. Les marchands faisaient voyager des produits de luxe comme la soie ou les épices. Mais le plus important, ce sont les échanges d'idées. Les savants du monde musulman vont traduire en arabe les textes des grands philosophes grecs, comme Aristote, qui était un peu oublié en Europe. Et c'est grâce à eux qu'on va les redécouvrir.
Tenez, un exemple tout bête qu'on utilise tous les jours, nos chiffres. On les appelle les chiffres arabes, mais en réalité ils viennent d'Inde. Ce sont les savants du monde arabo-musulman qui les ont adoptés, puis transmis à l'Europe. C'est un héritage direct de tous ces échanges culturels. Pas mal, non? Allez, on arrive à notre dernière partie, et pas des moindres, l'essentiel à retenir. On a vu énormément de choses, alors c'est le moment de faire le point, de bien fixer les informations les plus importantes, notamment en vue du contrôle. Voilà un petit tableau qui résume tout. Pour les dates, retenez bien sûr 622, l'Hégire, mais aussi 732, la bataille de Poitiers, et 1099, la prise de Jérusalem par les croisés. Côté personnages, Mahomet évidemment, mais aussi Ali et Saladin, on en a parlé. Pour les lieux, il faut avoir en tête la Mecque, Bagdad, Cordoue et Le Caire. Et enfin les concepts clés, monothéisme, califat et djihad. Prenez une seconde pour bien mémoriser ce tableau. On révise une dernière fois le vocabulaire essentiel. Islam, la religion monothéiste. Coran, le livre sacré. Calife, le successeur du prophète, à la fois chef politique et religieux. Et mosquée, le lieu de prière des musulmans. Avec ces 4 mots, vous avez déjà des bases très solides. Donc pour répondre à notre grande question du début, oui, l'islam a bel et bien donné naissance à une nouvelle civilisation. Une civilisation puissante grâce à ses conquêtes, brillante avec ses villes magnifiques, et incroyablement riche grâce à tous les savoirs qu'elle a su développer et partager. Voilà. Notre voyage dans le temps est terminé, mais l'histoire, elle, continue. L'héritage de cette civilisation est toujours très présent aujourd'hui, dans notre architecture, dans les sciences, et même dans les mots que nous utilisons. Et ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Aujourd'hui, de quelle manière est-ce que cet héritage continue de façonner notre monde? Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication, et à très bientôt.